Bonjour chers amis, nous sommes extrêmement heureux ce matin d'avoir avec nous Christophe Nijdam, secrétaire général de Finance Watch. Beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'ils étaient avec nous il y a 4 ans quand Christophe nous avait déjà fait la gentillesse de venir nous parler de finances. Il est revenu nous parler de finances, mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore croisé, je dis simplement un mot. Christophe est à la fois un grand technicien et quelqu'un d'extrêmement courageux. Il a eu une carrière dans la finance, il a été l'un des meilleurs analystes financiers dans une société qui s'appelle Alpha Value, où il suivait le monde bancaire, et il a pris dans cette société d'analyse des positions extrêmement courageuses, lucides sur les banques, la façon dont elles travaillent, la façon dont elles travaillent mal et la façon dont elles pourraient travailler mieux. Il avait notamment fait des recommandations qui avait beaucoup frappé à l'époque sur le fait que c'était l'intérêt des actionnaires de séparer les banques de marché des banques de crédit et de dépôt. Après une carrière très réussie dans ce domaine-là, il s'est dit qu'il fallait mettre son activité en ligne avec ses idées et il a accepté une responsabilité prestigieuse mais difficile qui est le secrétariat général de Finance Watch. Il vous parlera mieux que moi de Finance Watch, mais Finance Watch est probablement aujourd'hui en Europe le pôle d'expertise et d'expression sur la finance, à la fois le plus performant et à nouveau le plus courageux, tout en le faisant à la manière soft des financiers, c'est-à-dire de manière extrêmement mesurée. Donc je passe tout de suite la parole avec un grand plaisir à Christophe. Merci Jérôme. Tu parlais de courage, je peux dire que toi aussi tu en as eu beaucoup dans le cadre de ta carrière. Mais donc je suis très sensible sur ce compliment-là. Un point de précision avant de parler de Finance Watch. Les positions que j'ai prises en tant qu'analyste financier et le fait qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire général de Finance Watch, je pousse ces positions, sont quand même liées au fait que je suis un ancien banquier. Et que j'ai adoré mon métier de banquier. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est un raisonnement, un cheminement personnel. Ça n'est pas de l'idéologie. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour casser de la banque, pour casser des banquiers. Au contraire, on souhaite revenir à quelque chose de plus normal, parce qu'il faut quand même bien le reconnaître, sans banque solide, on n'a pas de financement de l'économie réelle, et l'économie réelle, c'est ce dont la société civile a besoin. Alors je vais faire un petit historique assez rapide de Finance Watch, le pourquoi, comment, et puis ensuite je vais essayer de répondre à la question qui était d'une crise financière à l'autre. Ainsi va le monde. Bon. Alors, Finance Watch, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment? Il faut remettre ça dans le contexte de l'après-crise, qui est une crise séculaire, celle de 2007-2008. Il y a 22 députés européens de tous bords politiques et de plusieurs nationalités qui, en juin 2010, ont lancé un appel public qui s'appelait Call for a Finance Watch, et qui était la demande la création d'un centre d'expertise pour les aider en tant qu'élus, de pouvoir les aider à légiférer. Ces députés européens faisaient face à un calendrier régulatoire de la finance monstrueux, très technique, et à chaque fois qu'ils avaient une question, puisqu'évidemment ils n'étaient pas formés, pas préparés à faire de la régulation financière technique, ils avaient dans leur bureau pour leur apporter des réponses des membres du secteur bancaire. Bon. En soi, c'est tout à fait naturel et légitime, n'importe qui peut défendre ses intérêts particuliers, mais ces élus politiques de tous bords se sont dit, nous, en démocratie, il nous faut quand même avoir éventuellement un autre point de vue pour pouvoir décider, c'est leur rôle. Et c'est pour cela qu'ils ont demandé la création d'un centre d'expertise qui aujourd'hui s'appelle Finance Watch et qui a un angle très particulier, et j'insiste là-dessus, c'est l'angle d'intérêt général. Et comme vous le savez, l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc en juin 2011, donc à peu près un an après cela, après que ces 22 députés européens aient été rejoints par à peu près 180 députés
nationaux, hein, donc en France, en Allemagne, au UK et un peu en Italie. Mon prédécesseur, qui s'appelle Thierry Philippona, a amené sur les fonds baptismaux Finance Watch. Finance Watch, c'est une association internationale sans but lucratif de droit belge. On appelle ça aussi une ONG. Alors Finance Watch, en deux mots en termes de financement, comme ça ce sujet, disons, sera évacué. 60% de notre budget vient du budget européen. Il y a une personne qui a été clé dans la création de Finance Watch au niveau, disons, de la communauté européenne à l'époque de la Commission. C'est Michel Barnier, qui à l'époque, à l'encontre même de ses services, a fait signer le premier chèque pour pouvoir démarrer Finance Watch. Les 40% qui restent, ça vient d'où? Moins de 5%, et là ça fait partie, disons, des paradoxes et des contradictions que nous avons en tant qu'association, moins de 5% de nos ressources, de notre budget, vient de nos membres, je vais parler ensuite de nos membres, et ou des donations du public. Je me suis permis, sans vouloir faire, disons, de la retape, mais d'amener des petits formulaires, en ce sens que l'aspect financement aujourd'hui est clé. Nos membres, donc, ne procurent qu'eux-mêmes 2,5% donc, de notre budget. Quels sont-ils, nos membres? Nous avons deux types de membres. Nous avons des membres personnes physiques et des membres personnes morales. Alors les personnes physiques, ce sont des membres dits experts qui doivent venir sans être en exercice, mais avec une expertise financière, bancaire, assurantielle. Moi-même, mon histoire avec Finance Watch date de la création de juin 2011, quand mon prédécesseur m'a demandé d'être un des membres experts cofondateurs, de par ma qualité d'ancien banquier et de responsable de l'analyse du secteur bancaire chez Alpha Value. Donc les membres experts aujourd'hui, il y en a 27. Ce sont donc des personnes physiques qui nous apportent une certaine légitimité au niveau de l'expertise. Mais la principale légitimité au niveau de l'expertise, c'est le staff, c'est le secrétariat général. À côté de cela, nous avons des membres institutionnels, organisationnels, ils sont 48, et eux nous procurent notre légitimité société civile. Parce que bien évidemment, quand on représente l'intérêt général, faut-il encore avoir une membership qui nous permette de dire « nous représentons la société civile ». Alors, dans notre liste de membres, vous trouverez ça, pour ceux qui le souhaitent, dans le rapport annuel que j'ai mis à l'entrée, où vous pouvez trouver ça évidemment sur notre site, parce que toute notre production, tous nos rapports annuels sont sur notre site internet. Pour faire simple, en gros, un tiers de nos membres institutionnels sont des syndicats. Ensuite, on a beaucoup d'associations de consommateurs. Ensuite, on a aussi beaucoup d'associations de logements sociaux. Sachant que dans les logements sociaux, il y a une très très grande différence entre les logements sociaux en Suède et les HLM en France. Bon. Ensuite, nous avons beaucoup d'ONG plutôt écologistes, des think tanks. Voilà un tout petit peu nos membres institutionnels dont je parlais tout à l'heure, les 48. Alors le staff maintenant. Le staff, y compris les stagiaires, c'est 15 personnes. En fait, staff permanent 12. Plus moi. Alors souvent les gens ont dit dans les médias, notamment en Belgique, c'était les 12 apôtres en parlant de l'équipe. J'aurais dit oui, mais moi je ne tiendrai pas le rôle de Jésus parce que ça s'est très très mal terminé pour lui. Bon. D'où viennent-ils? Bon, moi, mon background a été évoqué, donc je viens clairement du secteur. Ils viennent tous du secteur. Par exemple, la personne qui s'occupait de la communication chez nous, un Britannique, est un ancien journaliste du Financial Times. La personne qui s'occupe de notre activité d'analyse dite politique, mais analyse politique, c'est une très très mauvaise traduction en français de policy analysis. En fait, c'est plutôt le directeur de notre département de recherche, c'est-à-dire qui étudie tous les projets de loi européens avec les bons côtés, mauvais côtés, et qui ensuite établit au travers de nos position papers nos propositions d'amélioration de certaines réglementations dont on pourra parler tout à l'heure. Ce garçon-là est un garçon qui a fait un parcours brillant dans la banque, dans les produits dérivés. La personne qui a la responsabilité de nos relations avec nos membres institutionnels était l'ancien bras droit, on va dire la main droite, puisqu'il s'agit d'une jeune femme,
d'un des grands patrons de Dexia. Bref, la personne qui s'occupe aussi chez nous des relations avec le Parlement européen, alors des gens disent c'est votre lobbyiste. Pour des raisons de sémantique, nous on appelle ça plutôt affaires publiques, et pour des raisons de sémantique, on dit nous on ne fait pas du lobby, je veux bien accepter le terme de contre-lobbying éventuellement, mais en fait on fait plutôt du plaidoyer. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aime pas trop le terme de lobbying chez nous? Parce que le lobbying, qui en soi n'est pas quelque chose de, disons, de condamnable, mais c'est la défense d'intérêts privés, alors que nous défendons l'intérêt général. Donc par définition, ce n'est pas du lobbying, c'est du plaidoyer technique dans le cadre de l'intérêt général. Bref, le garçon qui s'occupe de cela, chez nous, est un garçon qui, pendant de nombreuses années, faisait du lobbying pour le secteur bancaire, et dans le cadre de la crise, en tout cas il est venu rejoindre le projet fin 2011, a été un tout petit peu, à un moment donné, pas dégoûté, mais un peu surpris du discours répétitif du lobby bancaire et s'est dit non, franchement, je ne peux plus continuer à dire ces choses-là. Et en revanche, il est passé de l'autre côté du miroir. Donc voilà un tout petit peu pour Finance Watch l'équipe, nos sources de financement, nos membres, ce que l'on fait, la défense de l'intérêt général, on l'apport de techniques d'expertise vis-à-vis des décideurs politiques. Alors les décideurs politiques, c'est évidemment principalement le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne et dans une moindre mesure le Conseil. Si je devais être un peu schématique sur les institutions européennes, la Commission européenne, comme vous le savez, c'est l'exécutif. Cet exécutif a l'initiative des projets législatifs et les projets législatifs se partagent évidemment avec le Parlement européen et le Conseil. La Commission européenne, pour faire un peu simple, évidemment, a une approche intérêt public européen. Le Parlement européen, en tout cas depuis la nouvelle législature, lui, représente là aussi un intérêt public européen, mais avec une légitimité de représentation nationale. Quant au Conseil, et là c'est un petit peu à l'usage, le Conseil, il est très nettement là pour défendre des intérêts nationaux. Donc dans le cadre de notre action de plaidoyer en faveur de la réglementation financière post-crise, le Conseil n'est pas l'endroit où nous sommes les plus populaires, parce qu'évidemment, chacun des pays, la France, l'Allemagne, pour n'en citer que deux, les plus importants, sont plutôt dans une posture de défense des champions nationaux, la Deutsche Bank ou les grandes banques françaises, plutôt que de vouloir écouter ce que nous préconisons. Donc voilà un tout petit peu une présentation de Finance Watch. Maintenant, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. D'une crise financière à l'autre, ainsi va le monde. D'une crise à l'autre, oui, mais c'est quand même plutôt récent, je dirais. C'est d'une crise à l'autre uniquement depuis 1987. Alors, ça fait maintenant quasiment une trentaine d'années, mais c'est un phénomène plutôt récent qui s'accélère, et qui s'accélère notamment parce que nous avons eu une marchéisation, une financiarisation de l'économie. Alors je ne porte pas de jugement moral sur c'est bien, c'est pas bien. Il en demeure pas moins que cette financiarisation, comme tout marché financier, c'est quelque chose qui est plutôt volatile avec des hauts et des bas et des impacts que peuvent avoir une crise financière sur l'économie réelle. Alors quand on regarde la crise dite des subprimes, qui, je vous le rappelle, a démarré en 2007 et non pas en 2008, bien que mes amis français disent toujours la crise des subprimes, c'est ces vilains cow-boys d'Américains. Nous, en France, on n'a strictement rien à nous reprocher, moins qu'ailleurs, bien sûr, mais c'est quand même le 9 août 2007 que 3 établissements français. Alors je sais que je ne suis pas dans le naming, le bashing et le shaming, comme on dit, mais là c'est factuel. C'est BNP Paribas, c'est AXA, c'est la société de bourse Odo, qui ce jour-là ont gelé 3 SICAV monétaires dites dynamiques, dans lesquelles elles n'étaient plus en mesure de faire face à des demandes de remboursement, parce qu'elles n'étaient plus en mesure de faire face à quelle est la valeur de la SICAV, parce qu'il y avait dans ces SICAV françaises
des subprimes. Bon, ces subprimes, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Il y a bien des gérants français qui, à un moment donné, ont pris la décision, mauvaise décision, errare humanum est, de fourrer leur SICAV monétaire dynamique de ce type d'instrument. By the way, pour moi, une SICAV monétaire, ça devrait être très low risk, et il y a peut-être des responsabilités partagées d'avoir créé, en termes de SICAV monétaire, une catégorie dite dynamique, et qui permettait effectivement d'être un peu plus dynamique, mais donc, comme toujours, l'adage risk and return n'a pas été respecté. Si c'était plus dynamique, c'est que les prises de risque étaient plus fortes. Donc la crise a commencé le 9 août 2007 en France. Je me souviens, moi, à ce moment-là, j'étais en vacances. J'achète mon quotidien économique sur une petite île du sud de la France. Et là, je lis, quotidien économique qui a quasiment disparu, qui s'appelle La Tribune. Et là, je lis que la BCE fait une intervention en termes de liquidité d'un peu plus de 90 milliards d'euros. Le 9 août 2007, en France, personne n'a vraiment réalisé, sauf les initiés qui avaient un gros pépin, mais 90 milliards d'euros, c'était beaucoup d'argent. Pour comparer un chiffre, parce qu'un chiffre seul, ça ne veut rien dire, lors de la crise du 11 septembre, les injections de la BCE n'étaient que de 60 milliards, alors que le choc géopolitique était très, très important à l'époque. Donc la crise a démarré en 2007. En 2008, l'opinion publique en a pris conscience avec le faillite le 15 septembre 2008 de Lehman. Les conséquences de cette première crise, ça a été quoi? On a une crise d'origine marché financier avec un impact qui devient une crise bancaire et qui ensuite s'est développée en crise économique. Et la double résultante de cette crise-là, c'est une explosion des dettes publiques et une explosion du chômage. Pour faire simple, sur les grandes économies de l'OCDE, un pays comme la France, la crise a eu comme impact le fait que l'endettement public mesuré par rapport au PIB est passé en gros de 65% à plus de 95%. On est peut-être même aujourd'hui aux alentours de 100%. Bon. Pourquoi, comment? Tout simplement, la crise économique a fait qu'on avait des stabilisateurs automatiques, et heureusement, sinon nous aurions eu des émeutes, mais qui fait que les dépenses de l'État, elles étaient devenues des charges fixes, et en revanche, au travers de l'effet de ciseaux, les recettes variables, au travers de l'impôt et de la fiscalité, évidemment, ont baissé dans toute récession économique. Les recettes fiscales baissent. Donc les déficits publics ont explosé, il fallait bien les financer, et la dette publique s'est pris à peu près 30 points sur ces grands pays. Le chômage, 3%. En tout cas, on ne peut pas dire que cette crise dont on n'est toujours pas sorti est une petite crise. Et en 2007, pour éviter l'effondrement du système, les grands États se sont portés forts, se sont portés caution des grandes banques, parce qu'on a réalisé à ce moment-là qu'elles étaient systémiques, le fameux too big to fail. On l'a fait et il fallait le faire pour éviter l'effondrement du système. Donc ça, c'est la première crise, première résultante, explosion de la dette publique, explosion du chômage. La deuxième crise, alors que la première était, on va dire, globale, internationale, la deuxième a été plus circonscrite à la zone euro. C'est la crise de la dette souveraine de la zone euro 2011-2012. Et là, les États, de la zone euro en tout cas, n'étaient plus en mesure de se porter fort de leurs banques. Et du coup, c'est la Banque Centrale Européenne qui a pris le relais pour éviter évidemment l'effondrement du système que personne ne souhaite. Alors la BCE a pris le relais à ce moment-là au travers des fameuses LTRO, Long Term Refinancing Operation. Pour faire simple, là aussi, c'était une injection de liquidité pour éviter que les banques européennes et entre autres françaises qui étaient très fragiles au niveau de la liquidité s'effondrent. Et ceci s'est fait pour le système bancaire européen à hauteur d'à peu près 1 000 milliards d'euros. Tout simplement parce que les États européens étaient considérés par les marchés comme déjà trop endettés, résultante de la première crise, et que donc il fallait trouver une deuxième digue. Ce fut le cas de la BCE. Cette deuxième crise, dite de la zone euro, pour éviter l'effondrement du système, est en train, probablement, bien que personne ne le souhaite,
de mettre les germes d'une troisième crise. Alors ça serait quoi cette troisième crise? Que personne n'appelle de ses voeux, et en tout cas certainement pas moi. Même si les gens disent oui, mais avec une troisième crise, enfin on va pouvoir achever la régulation. Moi je dis, je ne veux pas prendre ce type de pari. Quand on voit les montées du nationalisme et du populisme actuel, la troisième crise risque de balayer ce que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la démocratie. Donc ça n'est pas souhaitable. Alors cette troisième crise, on en a déjà des prémices, et puis après je vais essayer d'expliquer quels en sont éventuellement les ingrédients. Alors les prémices, on les a vues à l'été 2015. On les a vues à l'été 2015 avec des marchés financiers chahutés. Peu importe les vraies, bonnes, mauvaises raisons, entre autres une crise boursière en Chine, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'une crise boursière en Chine peut avoir un impact chez nous sur un marché financier chinois qui reste quand même encore centré sur lui-même? Il se trouve que finalement, il y a des phénomènes un tout petit peu de herding, un tout petit peu donc de herding, le côté moutonnier des marchés, et les marchés considèrent que s'il y a un problème en bourse, sur les bourses chinoises, excusez-moi, cela veut dire que l'économie chinoise est peut-être en train de ralentir. Si elle ralentit, ça va avoir un effet sur les économies du monde occidental, etc., etc. Donc ça, c'est les prémices été 2015. Vous vous souvenez qu'en janvier-février 2016, bien que les mémoires sont courtes, mais ça, il n'y a pas longtemps, les banques se sont bien faites chahuter. Alors, sur le plan technique, on a dit les banques se font chahuter. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans le cadre des plans de résolution, avec des obligations qu'on appelle les COCO, bon, peu importe qu'ils seraient convertibles en actions en cas de difficulté, le marché comprend mal ces instruments, il vient de réaliser qu'il y a un risque, donc les banques souffrent. La véritable raison, ce n'était pas les COCO, c'est justement les prémices, les graines de la crise que je vais maintenant aborder. C'est que pour éviter l'effondrement du système, les injections de liquidités venant de la BCE, ce qu'on appelle aussi le quantitative easing, ont eu comme impact des taux d'intérêt proches de zéro, voire même négatifs, peu importe, mais proches de zéro, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Donc on a une courbe des taux qui est plate. Et le problème avec cette courbe des taux qui est plate, il est double. D'une part, on se retrouve dans une zone de volatilité de marché qui est historiquement élevée parce que les taux sont proches de zéro. Alors ça, c'est de la mathématique financière, mais si vous prenez une calculatrice, les calculs sont très simples. Je vais vous donner l'impact d'une hausse des taux de 1% sur une obligation à 30 ans. Quand on démarre d'un coupon qui était les niveaux d'intérêt un peu plus traditionnels, il y a encore une dizaine d'années, de 5%. Quand le coupon qui est à 5% monte à 6%, une hausse de 1%, sur une obligation à 30 ans, à ce moment-là, en capital, vous perdez 14%. Donc l'obligation qui valait le pair, PAIR, 100%, tombe en valeur de marché mécaniquement par la hausse des taux à 86%. Ça, c'est ce qu'on connaissait. Maintenant, vous prenez la même obligation à 30 ans et vous démarrez avec un taux à 0, ce qu'on appelle un zéro coupon, et vous le faites grimper à 1%. La perte en capital n'est pas de 14%, mais de 26%. Votre truc qui valait 100% ne vaut plus que 74%. Pour rappel, quand on parle du marché boursier et des actions, le niveau auquel l'on dit « Ah, il y a un crack boursier », c'est quand la bourse baisse d'environ 20%. Donc là, juste sur le marché obligataire, une hausse des taux qui arrivera un jour ou l'autre peut avoir un impact sur la valeur du capital très importante. Ça, ce premier impact fait que donc du coup, les marchés financiers, parce que les taux sont très faibles, toutes choses étant égales par ailleurs, sont dans une phase de volatilité extrême parce qu'on démarre avec des coupons et des taux très faibles. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Cette volatilité n'est pas liée à l'argument de certaines banques qui dit la volatilité, c'est lié au fait qu'avec la régulation financière, on ne peut plus faire de la tenue de marché comme auparavant, donc le marché secondaire, là où on peut revendre une obligation ou une action qui avait été achetée sur le marché primaire. C'est pas ça la raison. La raison de la volatilité, c'est principalement parce qu'on a des taux à zéro. Deuxième impact négatif et qui sont donc les graines, disons, de la future crise, c'est la fameuse courbe des taux qui est désormais à zéro. Dans un univers normal,
Les taux à long terme sont plus élevés que les taux à court terme, pour des raisons très simples. Si c'est lointain, c'est plus incertain. Et l'incertitude, c'est le concept lui-même de risque. Bon, il y a des moments où, effectivement, dans l'économie, on a une courbe des taux qui est plate. C'est-à-dire que les taux à court terme et à long terme sont à peu près au même niveau. L'impact que cela a aujourd'hui, c'est un impact très fort sur le modèle économique des banques. Et notamment des banques dites universelles. Vous savez, celles qu'on nous a imposées depuis une quinzaine d'années, comme si Jésus-Christ, pour refaire une comparaison religieuse, descendait sur terre et donnait la bonne parole à tout le monde. Les banques françaises, par exemple, mais pas que les françaises. Il y a 30 banques systémiques au niveau mondial. Là-dessus, on en a plus de 20 qui sont des banques dites universelles. Mais la France est vice-championne du monde en termes de nombre de banques systémiques, avec 4 participants sur les 30 et toutes sur ce modèle de banque universelle. Alors, ces taux faibles, la courbe des taux flat, donc plate, en quoi est-ce que ça impacte le modèle de banque universelle? Je vais être simplificateur, mais je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Une banque universelle, c'est 4, disons, activités principales. La banque de détail, qu'on appelle aussi la banque des particuliers, qui est celle que vous connaissez. Là, il y a au coin, il y a un guichet qui s'appelle LCL, l'ancien Crédit Lyonnais. Bon, ces activités de banque de détail sont effectivement actuellement plombées par la courbe des taux qui est plate, parce qu'une banque, et il n'y a rien de mal à cela, gagne normalement son argent au travers du fait qu'elle prête à plus long terme et qu'elle se finance à court terme. Donc elle a une marge nette d'intérêt. Quand on a une courbe des taux qui est pentue comme elle doit être, alors dans l'autre sens quand vous me regardez, les taux à moyen terme sont plus élevés que les taux à court terme. Et c'est comme ça qu'une banque a sa marge nette d'intérêt qui est là pour rémunérer son réseau et qui est là pour rémunérer son coût du risque. Parce que quand une banque prête, c'est son métier. Elle peut aussi, disons, avoir des débiteurs douteux et une charge du risque. Avec cette marge nette d'intérêt qui est en train justement d'être, disons, comprimée par la courbe des taux qui est plate, ce métier-là souffre énormément. Le deuxième métier, qu'on appelle Corporate and Investment Banking, CIB, dans le jargon français, c'est la BFI, Banque de financement et d'investissement, avec une belle confusion d'ailleurs entre les deux. Je vais parler que de la banque d'investissement. La banque de financement, c'est l'activité de prêt consentie par une grande banque, mais par exemple à des sociétés du CAC 40, parce que toute l'activité de prêt pour les PME, c'est dans la banque de détail, la banque des particuliers et de proximité. Dans la banque d'investissement, qui sont les activités de marché principalement, il y a une activité qui est actuellement effectivement plombée par cette courbe des taux, c'est l'activité de tenue de marché. J'en reviens à ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure, qui est la tenue de marché secondaire. Quand les taux à long terme sont équivalents aux taux à court terme, une banque ne peut plus faire de la tenue de marché. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas racheter, par exemple, une obligation à 10 ans d'EDF, qui dans le temps, les chiffres que j'évoque, c'est juste un exemple, ça ne veut pas dire qu'il soit exactement précis. Une obligation EDF pouvait avoir un rendement, disons, de 5%, et la banque se refinançait à court terme pour tenir cette position, racheter cette obligation, la garder en stock et éventuellement la revendre à un autre investisseur plus cher, à, admettons, 3%. Donc d'un côté, elle encaissait 5%, elle se refinançait à 3%, elle avait une marge nette d'intérêt, là aussi, de 2%, qui lui permettait d'avoir cette activité de tenue de marché dans laquelle on gagnait bien sa vie, avec des risques que les taux bougent et qu'il y ait une perte en capital sur le stock de l'obligation EDF ainsi achetée. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, pourquoi? Parce que la tenue de marché n'est plus rentable à cause d'une courbe des taux qui est flat. Le message important ici, c'est par rapport à ce qui a été, disons, répété en boucle dans les médias depuis plusieurs mois sur la tenue de marché. C'est les banques disent on ne peut plus faire de la tenue de marché parce que la régulation nous demande trop de capitaux propres, donc du coup, ce n'est pas rentable. Là où ils sont très forts, c'est effectivement de retourner une situation
qui est quand même la résultante d'une crise bancaire. Si les taux sont faibles comme ça, c'est parce que la Banque centrale a décidé qu'on ne pouvait pas laisser tomber le système. Mais au lieu de reconnaître que finalement, c'est à cause, disons, de leur propre turpitude initiale qu'on a cette structure de courbe des taux, elles essaient de tourner à l'avantage le fait qu'on leur demande plus de capitaux propres pour dire « Ah non, mais il faut arrêter de réguler là, parce qu'on n'y arrive plus ». Donc c'est toujours une question de demi-vérité, demi-mensonge, comment on arrive à tourner, à tordre un peu les faits pour les remettre dans le sens qui les arrange. Sur le risque de taux que j'ai évoqué tout à l'heure, avec des taux bas, une hausse des taux va faire des dégâts. Pardon, j'ai oublié 2 points, excusez-moi, sur la Banque universelle. J'ai 2 autres métiers dans la Banque universelle. Donc j'ai parlé de la banque de détail, qui souffre. La banque de marché, qui souffre. Ensuite, les 2 grandes activités, c'est l'assurance. Et l'assurance vie, mais il n'y a pas que l'assurance vie dans ces banques universelles, mais principalement l'assurance vie, évidemment, avec des taux proches de 0, là aussi, souffre. Pourquoi? Parce que du coup, les gens sont moins attirés par l'assurance vie en tant que placement. Last but not least, la gestion d'actifs, asset management. L'asset management, c'est un métier dans lequel on fait de la gestion pour compte de tiers, investisseurs particuliers ou institutionnels, et sur lequel, évidemment, on facture, on encaisse des commissions de gestion pour rémunérer un véritable service de gestion de l'épargne institutionnelle ou de particulier. Avec des taux là aussi qui sont désormais proches de 0, sur une SICAV monétaire qui rapporte plus rien, c'est beaucoup plus compliqué pour le secteur de la gestion d'actifs de justifier sa commission de gestion, même si c'est du 0,25. Donc on a un système de banque universelle qui avait 4 pieds, comme une chaise, et là les 4 pieds, si la situation actuelle perdure, vont se voir un tout petit peu sciés. Donc ce modèle-là qu'on a toujours présenté comme résilient, comme la panacée, actuellement, conséquence d'une partie de leur propre turpitude, est désormais menacée. Alors je reviens sur le risque de taux. Tout à l'heure, j'ai dit une hausse de taux de 1%, quand on démarre à 0, c'est plus de 26% de capital qui est perdu sur une obligation à 30 ans. On est dans des niveaux de stock market crash, même si ce serait un bond market crash. Le point supplémentaire que je veux introduire ici, c'est que le problème n'est pas principalement et uniquement sur le marché obligataire, mais il est désormais sur le marché dit des produits dérivés. Pour vous donner deux chiffres et 2 références, enfin 2 chiffres de référence, certains d'entre vous qui étaient dans le secteur se souviennent qu'en 1995, le patron de la Fed de l'époque augmente les taux de façon un peu incongrue et il y a un crack obligataire, 1995. Bon, ça fait mal, mais personne n'en est mort. En 1998, on a un hedge fund qui s'appelle LTCM, qui explose en plein vol. Heureusement, on doit le sauver parce que sinon, c'était déjà la planète finance qui s'effondrait. Mais à ce moment-là, en 1998, les produits dérivés, qui ont été la source des problèmes de LTCM, ne représentaient que 3 fois la taille de l'économie mondiale, 3 fois le PIB mondial. De nos jours, les produits dérivés, c'est 10 fois le PIB mondial. Donc en l'espace de 20 ans, 98-2016, en 18 ans, c'est multiplié par 3. Le marché des dérivés est devenu incontrôlable, incontrôlé, et c'est là où il y a un risque important aujourd'hui en cas de hausse des taux par rapport au crack obligataire de 1995. En 1995, le crack obligataire a touché l'univers des marchés obligataires avec de vraies pertes, mais le risque est beaucoup plus fort aujourd'hui parce que dans le marché des dérivés, je vous ai dit c'est 10 fois le PIB mondial, 80% de ces marchés de dérivés concernent la gestion du risque de taux d'intérêt. Et donc, pour faire simple, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 520 000 milliards de dollars de montant notionnel, c'est comme un contrat d'assurance. Dans une police d'assurance, vous êtes assuré pour tel montant, c'est ça le montant notionnel sur les produits dérivés, sont actuellement des produits dérivés de taux. Donc, ce qui est
plus perturbant aujourd'hui par rapport à une situation en 1995. En fait, elle est double. En 1995, les taux, ils sont montés de l'ordre de 5 à 6%. Aujourd'hui, ils risquent de monter à un jour ou l'autre de 0 à 1% avec les dégâts que j'ai déjà mentionnés. Plus, en 1995, les marchés obligataires, les marchés dérivés, pardon, n'étaient pas aussi développés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce monstre. Les 520 000 milliards de dollars que je mentionne, c'est à comparer avec un marché obligataire plus traditionnel, hein, ce qu'on appelle le marché cash, qui tourne aux alentours de 120 000 milliards de dollars. C'est juste pour dire que quand même le marché dérivé, là, il y a quand même des zones d'opacité qui font qu'on peut avoir peur. Alors, tout n'est pas toujours très noir. Les régulateurs ont bien compris qu'avec la crise de 2008, notamment, les produits dérivés avaient été un canal de transmission très important au travers des CDS. Donc, ont été mises en place certaines phases régulatoires sur le marché des dérivés, comme notamment la mise en place de chambres de compensation pour diminuer le risque de défaillance d'un acteur. Sinon, c'est le château de cartes. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été fait pour la compensation des dérivés ne concerne à ce stade que 60% du marché. Donc, il y a encore 40% du marché des dérivés où on est en bilatéral. Et si un acteur saute, il peut éventuellement faire tomber les autres. Pour mémoire, pour rappel, sur le marché des dérivés, non pas de taux, mais dit de crédit, ce qu'on appelle les CDS, c'est la quasi-chute d'AIG, qui était le premier assureur américain en 2008, qui a forcé le gouvernement américain de renflouer AIG à hauteur de 180 milliards de dollars, parce que si AIG tombait, et AIG tombait à cause des subprimes, hein, puisqu'il contre-garantissait du subprime, tombait derrière Goldman Sachs, la Société Générale et d'autres acteurs. Hein. La Société Générale avait racheté des CDS auprès de AIG à hauteur de 12 milliards de dollars, c'était peut-être 11. À la limite, maintenant, je veux dire, ces montants, c'est quoi? C'est rien. Bon. Mais il faut quand même comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, le risque de taux, il est historiquement élevé, la volatilité est historiquement élevée, et les zones d'ombre restent au niveau du marché des dérivés qui n'était pas aussi développé il y a une vingtaine d'années. Alors, après avoir dressé un peu ce tableau aussi noir, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que Finance Watch qui a ce point de vue, hein, parce que sinon on va se dire, oh là là, il y a encore des illuminés à Bruxelles, où ils ont encore fumé un pétard. On a, la semaine dernière, on a fait une conférence, pas la semaine dernière, pardon, le 1er juin, une conférence à Bruxelles qui s'appelait The Future of Traditional Banking Between a Rock and a Hard Place. Et nous avions le bonheur, dans nos guest speakers, d'avoir Sir Paul Tucker. Alors, Sir Paul Tucker n'est pas très connu en France, mais enfin, il est connu dans les milieux dits initiés. C'était le numéro 2 de la Banque d'Angleterre, qui n'a pas été nommé numéro 1 quand Mervyn King a pris sa retraite et que le job a été pris par Mark Carney. Et Sir Paul Tucker, qui est désormais professeur à Harvard et qui a donc fait un speech chez nous, a dit clairement, voilà, cette crise, au moins 25 ans. Ça va prendre 25 ans. Et il dit, on est à un tiers du chemin. Moi, il y a quelques mois, quelques années, je disais, ça va nous prendre 10 ans. Et déjà, les gens disent, oh, mais tu exagères. Le scénario à la japonaise, il n'est pas complètement débuté. Oui. 25 ans pour résorber les résultats de la crise de 2008. Oui. Pour revenir à un niveau de stabilité financière et économique, parce que c'est ça qui nous importe, un quart de siècle. Donc, bon, le tableau est pas terrible, on n'est pas le seul à dire de telles choses. Maintenant, on va quand même parler, parce que c'est notre sujet, de la régulation, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, la régulation financière, hein, donc on parle de directives européennes, ce genre de choses, on a deux niveaux législatifs. On a un niveau qu'on appelle le niveau 1, donc ce sont principalement les directives, je ne vais pas rentrer trop dans les technicalités européennes, qui correspondraient chez nous à une loi.
Et puis ensuite, on a le niveau 2, qui correspondrait chez nous à un décret d'application, par exemple, où on rentre plus dans le côté mécanique et technique, une fois que les politiques ont décidé d'un framework, d'un canevas législatif sur ce que l'on veut faire en matière de régulation. Là, 2 chiffres. Pour les régulations de niveau 1, la loi, on en est, en termes de régulation européenne, à une 40aine de textes, notamment sous l'égide de Michel Barnier, qui avait pris un plan de route qui lui avait été donné par le G20. Là encore une fois, il ne s'agit pas d'une bande de gauchos quelque part qui décide qu'il faut faire ça, c'est le G20. Bon. Et avec cette feuille de route, une 40aine de directives européennes niveau 1. Le niveau 2, les décrets d'application qu'on appelle des RTS, Regulation Technical Standard, c'est 400. Donc ça fait beaucoup. Bon. Et pour comprendre un petit peu le challenge que l'on a chez Finance Watch, c'est que nous avons une équipe, y compris les stagiaires, de 15 personnes. Nous faisons face à Bruxelles à un univers de lobbyistes uniquement pour le secteur financier, de 1700 personnes. Donc on voit un tout petit peu la difficulté que l'on a, en ce sens que même si on considère que nous sommes particulièrement brillants chez Finance Watch, même si on considère comme nous sommes quasiment les seuls qui puissent apporter, disons, une sorte de contre-voix aux décideurs politiques, donc du coup quand même on nous écoute, puisque nous sommes les seuls. Mais quand on doit regarder des textes, 400 textes, et que vous avez en face 1700 personnes, je schématise, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, sur chaque texte, vous pouvez mettre 4 personnes, alors qu'avec 15 personnes, 400 textes à se répartir, on est parfois un peu noyé. Donc on se doit évidemment, c'est de bien choisir, on va dire, nos cibles d'intervention, the biggest bang for the buck, c'est-à-dire là où on peut avoir un impact. Mais le déséquilibre, il est quand même assez flagrant. L'autre point que je veux dire en termes de cette régulation, qui apparaît comme étant monstrueuse, l'opinion publique a l'impression, pas les gens initiés, mais que finalement le job de la régulation est fait. Il a été fait. On a régulé les institutions financières depuis la crise. The job is done and complete. Ben, si vous suivez un tout petit peu mon raisonnement, et c'est pour ça que je voudrais un peu recadrer les choses, bien que notre voix ne porte pas suffisamment, on a fait en termes de régulation 2 pas en avant, c'était le niveau 1, mais quand on rentre au niveau 2, les 400 textes, on fait un pas en arrière. Bref, tout négatif, on a quand même amélioré les choses en net un pas en avant, mais ce n'est pas le 2 pas en avant que tout le monde croit, ou en tout cas dans l'opinion publique. Là où ça devient actuellement un peu plus délicat, c'est que cette régulation qui apparaît comme étant monstrueuse, qui d'ailleurs est complexifiée par le secteur bancaire lui-même, parce qu'évidemment, ils savent très bien que quand il y a une floraison de textes, des textes qui font 600 pages, le diable se cache toujours dans les détails, et c'est dans ces 600 pages que l'on peut détricoter l'impact des régulations qui avait été souhaité par le politique au niveau 1. Je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est, peu importe si ce n'est pas le bon exemple, c'est un ratio de levier. Un ratio de levier, c'est X% de dette par rapport à X% de fonds propres. La réglementation, qui n'est même pas encore entrée en vigueur et qui est déjà combattue, dit le secteur bancaire ne doit pas dépasser un ratio de 97% de dette contre 3% de capitaux propres. C'est déjà pas beaucoup. Hein. Bon. Et ça va être du niveau 1, 3% de capitaux propres. Au niveau 2, qu'est-ce que l'on fait, ou qu'est-ce que le secteur peut faire, tout en respectant l'affichage d'un ratio de 3%. Ben, un ratio, c'est quoi? C'est un numérateur et un dénominateur. Si vous changez les composantes en haut et en bas, vous pouvez toujours avoir le 3%, mais plus du tout la même composition et l'objectif. Alors, je suis simplificateur, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Bon. La régulation n'est pas finie, elle a été complexifiée à souhait par le secteur, et puis nous avons aujourd'hui,
aujourd'hui depuis novembre 2014, on n'est pas proche, enfin on est proche des 2 ans, une nouvelle commission. Nouvelle commission, la commission du président Juncker. C'est peut-être là où il faut dire que je suis off. Non, je plaisante, j'assume mes propos, même si une partie de notre financement vient du budget européen. Cette nouvelle commission Juncker nomme un successeur à Michel Barnier, qui est un Britannique, avec qui je m'entends remarquablement bien, qui s'appelle Lord Jonathan Hill. Et ce nouveau commissaire qui s'occupe de la régulation financière a été nommé là parce qu'effectivement à l'époque, cela faisait du sens politique, compte tenu de l'importance de la City dans l'économie britannique, que d'avoir, après avoir eu un Français, d'avoir un Britannique juste au cas où, compte tenu du fait qu'allait arriver, et ça arrive au pire moment sur le plan politique, le Brexit, montrait à quel point l'Europe aime la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni et souhaite qu'elle reste dans l'Europe. Mais avec ce nouveau commissaire, du coup, on sent bien que l'agenda politique ou le momentum pour la régulation financière n'est plus d'actualité. Je pèse mes mots. On a à côté de cela un processus européen qui ne concerne pas que, ou pas uniquement la finance, mais qui vient renchérir ce que je viens de dire. On a un mécanisme européen désormais qui s'appelle Better Regulation ou Better Lawmaking, qui fait que désormais, toute réglementation, pas que sur la finance en place, peut être éventuellement, là aussi je simplifie, remise en cause. Bien que c'est déjà été voté, tout simplement parce qu'il y a parfois dans les États-nations, ou ce qu'on appelle les États membres, un rejet de l'Europe parce que certaines régulations européennes ne sont pas très bien comprises, ont été excessives, peu importe. Et donc le projet de Better Regulations ou Better Lawmaking peut remettre en cause des régulations en place ou en tout cas, avant de mettre de nouvelles réglementations en place, s'assurer que ces nouvelles réglementations ne seront pas disproportionnées. Mais ce mécanisme Better Lawmaking ou Better Regulation, avec un programme qui s'appelle REFIT, est une couche supplémentaire par le mouvement de dérégulation, et c'est là où je vais perdre mon job, c'est pas grave, que l'on a au niveau financier à l'échelle européenne. D'un côté, l'opinion publique pense que la réglementation est complète. De l'autre, la nouvelle commission est lancée dans un processus de dérégulation, bien qu'elle ne souhaite pas le reconnaître. Elle a notamment lancé il y a quelques mois un projet, une consultation qui s'appelle Cumulative Impact of Financial Regulations. Quel est l'impact cumulatif des régulations financières? Évidemment, quand vous ouvrez ce genre de consultation, l'industrie répond. 300 réponses. Un peu moins d'une dizaine d'organisations sur les 300 qui représentent la société civile, du style Finance Watch, mais également d'autres ONG non spécialisées en finance, mais qui représentent la société civile, et l'industrie. Bon. Ce qui est perturbant dans cette consultation, c'est que, évidemment, l'industrie est en mesure de dire que toutes ces régulations, ça nous coûte cher. Oui, ça coûte cher, c'est pas compliqué à déterminer, ça coûte cher. Si vous devez embaucher 500 Pékins de plus pour tout ce qui est conformité, etc., ça coûte cher. Mais le problème que nous voyons à ce processus, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en face les bénéfices de la régulation pour essayer de nous éviter la prochaine crise. Les seuls chiffres que l'on peut avancer, mais les mémoires sont très courtes, c'est les 30 points de dette publique en plus que j'ai mentionné précédemment, c'est les 3% de chômage, c'est les 25% de taux de croissance qu'on a perdu au niveau du PIB par rapport à la tendance pré-crise et par rapport où nous en sommes aujourd'hui. Ça, ce n'est pas des chiffres qui viennent de chez Finance Watch, ce sont des chiffres qui ont été mentionnés par David Wright de IOSCO, enfin donc des gens plutôt sérieux dans le chiffrage. Et ça, pour l'instant, il y a un déséquilibre profond du secteur par rapport à la société civile pour dire attention, on n'a même pas fini la régulation, on ne l'a pas achevée, notamment en termes de séparation bancaire, mais peu importe, que l'on songe déjà à arrêter la régulation, voire déréguler.
Ce qui est aussi choquant, ne serait-ce qu'intellectuellement dans ce processus, c'est que les régulations dont j'ai parlé tout à l'heure, 40 au niveau 1, 400 au niveau 2, ne sont même pas toutes entrées en vigueur. Il y en a un paquet qui n'entreront en vigueur qu'en 2017, 2018, 2019. Et on est en train de dire ces régulations qui ne sont pas entrées en vigueur coûtent cher au secteur, briment les banques, les empêchent de prêter à l'économie réelle, ce qui est un pieux mensonge. Donc c'est assez stupéfiant que de voir ce mouvement actuel là-dessus. Je vais faire 2 messages supplémentaires par rapport à la régulation pour qu'on comprenne vraiment où l'on va. Bon. C'est avant la nouvelle commission, le credo politique était la stabilité financière et le prérequis à la croissance économique et à la création d'emplois. Avec cette nouvelle commission, on a gardé exactement les mêmes mots, mais on a inversé l'ordre. Alors, c'est fort de chez fort. Je suis stupéfait de la force du spin qui a été fait, et donc c'est devenu la croissance économique et la création d'emplois sont les prérequis à la stabilité financière. C'est fort. Et c'est surtout oublier que la crise dans laquelle nous sommes empêtrés depuis 2007 est une crise qui résulte de la dérégulation financière et pas l'inverse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là aussi, avant-après la nouvelle commission, avant, le credo, c'était il faut réguler le shadow banking. Bon, le shadow banking, donc la banque de l'ombre, ça fait toujours le côté Darth Vader, bon, peu importe. Et aujourd'hui, avec notamment le projet qui s'appelle Capital Markets Unions, l'union des marchés de capitaux, qui a été sorti du chapeau au début 2015, au lieu de « il faut réguler le shadow banking », l'agenda politique européen, c'est « il faut promouvoir le shadow banking ». Parce que dans les premières directives qui sont en discussion, actuellement, on est en train de vouloir relancer la titrisation au niveau européen. Alors, tout n'est pas mauvais dans la titrisation, il ne faut pas se méprendre là-dessus, mais on n'a pas retenu les leçons de l'histoire récente. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais filer à Bruxelles parce qu'à 4h30 cet après-midi, il y a une audition au Parlement européen justement sur ce sujet et sur lequel Finance Watch va notamment dire on n'a pas retenu les leçons de la crise et le projet de titrisation européenne qui est sur la table, du coup, risque d'être très dangereux pour l'avenir. Vous qui êtes un éminent spécialiste de la finance, comment vous expliquez le fait que Airbnb, combien d'employés, vaut en bourse plus que toutes les compagnies aériennes américaines réunies? Alors, je vais essayer d'y répondre brièvement, bon, sachant que ce n'est pas vraiment dans le programme de travail de Finance Watch, mais là je vais m'exprimer en tant qu'ancien analyste financier qui, au moment de la bulle Internet, avait été assez critique de la bulle Internet. J'avais écrit en juin 1999 que c'était une énorme bulle. J'ai eu l'air d'un idiot pendant 9 mois. Et à partir de mars 2000, je suis devenu le roi du pétrole. Comment l'expliquer? Un marché boursier, c'est quoi? Ou le prix d'une action, c'est quoi? C'est des anticipations d'avenir. Cette anticipation d'avenir, c'est normalement en rationalité, sauf que les marchés ne sont pas toujours rationnels, des flux de trésorerie disponibles que le marché attend et qu'il va actualiser à un taux d'intérêt qui représente le risque du projet. Bon. Et ça vous donne une valeur actuelle. Vous retirez la dette quand il y en a, et ça vous donne la capitalisation boursière, vous divisez par le nombre d'actions, vous avez le cours de bourse. Bon. Le marché nous dit quoi aujourd'hui? Il nous dit, à tort ou à raison, probablement à tort, parce qu'on l'a vu dans le cadre de du dégonflement de la bulle Internet, c'est que les attentes des investisseurs et les valorisations sont surdimensionnées, donc il y a une bulle. Au moment de la bulle Internet, pour faire simple, ce n'était pas le cas de tous les acteurs, parce qu'il y a quand même des acteurs qui ont survécu, du style Amazon et autres de la bulle Internet. La plupart des cours de bourse se sont cassés la figure de 95%. Donc ce qui valait 100 ne valait plus que 5. Bon. Je ne connais pas le dossier Airbnb parce que je ne suis plus du tout dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a des risques de déconvenues boursières? Oui. D'autant plus, et là aussi ça fait partie des scories des taux proches de zéro.
c'est quand vous avez des taux proches de zéro, donc le coût de l'argent il est quasi gratuit, donc les taux d'actualisation pour déterminer la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, bah, plus le taux est faible, plus la valeur actuelle est mécaniquement élevée. Bon. Alors je ne sais plus qui disait ça, si je crois que c'est notamment mon camarade Jérôme Caz qui dit que l'argent gratuit pousse à faire des bêtises. Et si vous utilisez des taux d'actualisation proches de zéro, évidemment, les valorisations sont stratosphériques. En ce qui me concerne, je n'actualiserai pas ce type de boutique avec un taux proche de zéro, même avec une prime de risque de marché boursier. Oui, Bernard Bougel. J'imagine que vous travaillez sur des propositions que vous soumettez à la Commission. Quelles sont les 2 ou 3 mesures clés qui seraient en mesure de réduire le risque que fait peser le panorama un peu sinistre que vous nous avez débrossé? Alors, les propositions que l'on fait, historiquement, 100% de notre travail, c'était le calendrier législatif déjà lancé. Donc les propositions, ce n'est pas nous qui les faisions, elles étaient déjà sur la table. On devait étudier ces propositions de directives de la Commission ou d'autres niveaux et donner notre avis. Bon. Si on regarde devant, comme justement le côté régulatoire va diminuer, on devrait regagner un tout petit peu d'air pour pouvoir faire des propositions un peu plus positives pour l'avenir, parce que je dis le régulatoire qui est indispensable a été un régulatoire punitif, mais il le faut. Bon. Et on aimerait bien avoir des propositions plus positives et donc préventives pour l'avenir. Alors pour vous revenir plus spécifiquement à votre question, nous avons actuellement 2 objectifs. Le premier, c'est s'assurer que la réglementation prévue entre en vigueur. Alors que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le mouvement, c'est on va déréguler, ce qui n'est même pas toujours entré en vigueur. Le deuxième grand point, et qui manque actuellement, c'est le fameux projet de séparation bancaire, s'appelle Bank Structural Reform. Alors, il ne s'agit pas pour nous d'une fixette, c'est pas on a décidé d'eux, mais c'est que tout simplement toutes les régulations non achevées, mises en place, c'est ce qu'on appelle du micro-prudentiel, c'est-à-dire pour s'assurer que des acteurs individuels soient plus solides. Très bien. La grande dimension qui manque au cadre régulatoire aujourd'hui, c'est l'approche macro-prudentielle. C'est qu'est-ce qui se passe si plusieurs institutions chutent en même temps. Et c'est dans ce volet-là que le projet de séparation, qui est complètement ensablé aujourd'hui à Bruxelles... Séparation de quoi, précisez? Alors, séparation bancaire des activités traditionnelles par rapport aux activités strictement de marché, investment banking. Non pas que les activités de marché en soi ne doivent pas exister, on dit seulement qu'elles ne doivent pas être sous le même toit. Pourquoi? Parce que c'est très très volatile et quand ça chute, et on l'a vu déjà dans le passé, bah, ça risque de plier ou de bloquer les activités traditionnelles dont on a besoin. Lundi matin, on a besoin de pouvoir accéder à sa banque pour payer son loyer, pour faire plein de choses. Donc on dit ces activités de marché, elles doivent exister. On a besoin de marchés financiers, mais en dehors. Donc c'est ça l'activité de séparation et que l'on souhaiterait justement à cause de la volatilité qui peut au niveau macro-prudentiel mettre en danger le reste. On a 30 établissements systémiques au niveau mondial. C'est une liste que j'ai mentionnée tout à l'heure et qui a été établie par le FSB, le Financial Stability Board, qui est le Conseil de stabilité financière. Là encore, il ne s'agit pas d'une petite bande de marxistes subversifs. Le Financial Stability Board, c'est une émanation du G20, qui établit chaque année au mois de novembre une liste des 30 établissements financiers systémiques au niveau mondial qui font que si l'un chute, les autres chutent. C'est ça qui illustre le fameux too big to fail, où de facto les États, les contribuables se retrouvent pris en otage par ces grands établissements qui bénéficient de facto pour leurs activités de marché volatiles qui peuvent faire chuter la banque traditionnelle sous le même toit d'une subvention. Puisque tout le monde sait qu'on ne peut pas les laisser tomber, ils peuvent refinancer leurs activités de marché à un coût économique inférieur
de ce qui justifierait s'ils étaient à l'extérieur. François Meunier, d'abord bravo pour ce que fait Finance Watch et bravo pour votre présentation. Il y a un fort courant dans les milieux académiques pour dire que les efforts en matière de régulation perdent leur poids parce qu'elles sont un peu trop microéconomiques ou intrusives sur le mode de gestion des banques et qu'on se perd finalement dans un dédale de régulation très complexe et que certaines mesures un peu attrape-tout seraient plus efficaces. En particulier, Finance Watch se fait vraiment le héros à UT de la séparation banque d'investissement, banque commerciale, qui est extraordinairement complexe. C'est une Bosnie-Herzégovine à faire en pratique et n'insiste peut-être pas assez sur une mesure plus attrape-tout qui serait d'augmenter très sensiblement le niveau de fonds propres des institutions bancaires et, soit dit en passant aussi, du parabancaire ou du shadow banking que sont les SICAV et autres qui sont à capital ouvert et qui fonctionnent sans absolument aucun fonds propre et donc à la merci de crises de liquidité. Au fond, quelle est votre position sur ce débat et pourquoi Finance Watch met beaucoup l'accent sur la mesure d'intrusion industrielle et assez peu sur la mesure renforçons les fonds propres du système bancaire? Alors, sur le côté renforçons les fonds propres du système bancaire, ça fait partie des sujets aussi que l'on pousse. Je fais simple, mais par rapport à ce qu'il y a en place, les fonds propres bancaires exprimés par rapport aux actifs pondérés par les risques, tout le monde sait d'ailleurs que c'est bidouillé, mais par rapport à ce qui est actuellement en place, nous on voudrait voir au moins 20%. Donc on n'est pas du tout, ça ne fait pas partie des choses que l'on a laissées de côté. Il n'en demeure pas moins qu'on considère que ça n'est pas suffisant, parce que des études académiques, et puis même il suffit de voir la dernière crise, ont démontré que quand tout va bien, finalement, les fonds propres, on en a toujours trop. En période de crise systémique, on n'en a pas assez, et même on n'arrive plus à déterminer quel est le niveau souhaitable. Bon. Concernant la régulation, on est en phase à ce que vous dites. Alors peut-être pas surtout, mais sur le fait, c'est que nous, on voudrait une régulation beaucoup plus simple. Hein, c'est ce que j'appelle la KISS Rule. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette KISS Rule, c'est Keep it simple, stupid. Mais encore une fois, la complexification a été voulue par le secteur, d'abord aussi parce que les métiers ont été à souhait complexifiés. Bon. En termes de régulation, on préférerait, plutôt que d'avoir des rule-based regulations, on voudrait avoir des principle-based regulations. Par exemple, alors sur cette histoire de séparation, et encore une fois, c'est pas du tout c'est pas lié au fait que nous serions bornés. Mais si on avait une séparation de ces métiers, telle que ça existait aux États-Unis pendant 66 ans, on n'aurait pas besoin d'autres régulations intrusives qui, de toutes les façons, seront insuffisantes d'après nous. Donc, si on veut de la simplicité, de l'efficacité, la réforme de la structure des banques fait partie des premières choses. Le shadow banking, ça a toujours été mon point de vue personnel. On a présenté le shadow banking comme étant, disons, le côté obscur. Bon. Et on a diabolisé le shadow banking en mettant à l'intérieur tout et n'importe quoi, des activités qui sont correctement régulées et d'autres moins. On a mis à tort dans le shadow banking le secteur des assurances. C'est n'importe quoi. Quand je dis c'est n'importe quoi, les assurances sont régulées. On a mis dans le shadow banking les money market funds. C'est n'importe quoi. C'est aussi régulé. Et a priori, ça ne devrait pas être trop risqué. Il peut y avoir un problème de liquidité, comme on l'a vu en 2008 aux États-Unis. On a mis dans le shadow banking les hedges. Là, je pense que c'est pertinent. Et on a mis aussi dans le shadow banking les véhicules de titrisation, hein, ce qu'on appelle les SIV et autres. Et là aussi, c'est pertinent. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette remarque tout à l'heure, on est en train de promouvoir le shadow banking en voulant relancer la titrisation européenne. Donc le shadow banking, il faut savoir ce que l'on met dedans et ensuite ce que l'on doit éventuellement en sortir. Si on veut régler une grande partie du shadow banking, c'est pas si compliqué que ça, il faudrait qu'il y ait la volonté politique, il suffit de couper le cordon ombilical entre le shadow banking et les banques. Hein, il suffit de le couper. Qui finance les hedge funds? Les banques. Quand je parle de financer, c'est en termes de sous forme de prêt, en tant que prime broker.
avec un collatéral, etc. Mais il suffit de couper ça. Qui crée la titrisation? Les banques. Je ne fais pas du bank bashing, hein, je dis seulement il faut qu'on arrête avec le shadow banking qui est un écran de fumée. Les banques disent oui, vous nous régulez trop, mais vous ne régulez pas le shadow banking. Mais le shadow banking est une émanation des banques. Les assureurs, en tout cas dans le modèle de banque universelle, les grands groupes bancaires français, peu importe les noms, ont de très grosses filiales d'assurance, que ce soit Pacifica, que ce soit... oui, pardon, et... allez, je m'arrête là. Je m'inquiète juste du fait qu'il y a beaucoup de mains levées. Donc, je vous propose de passer un peu à un rythme de questions rapides, réponses rapides. Et réponses rapides. Tout le monde a eu la chance de s'exprimer. Il y a une question groupée. Voilà une question groupée. Mon voisin la complétera, Daniel Chantel, Jean-François Mine. Donc, la question, c'est évidemment le Brexit, conséquences financières par rapport à tout ce que vous nous avez dit, au cas où l'Angleterre sortirait de l'Europe. Deuxième question plus personnelle, Monsieur Nijdam. Non, mais très rapide. Où placez-vous votre argent? Je vais la compléter également sur le Brexit. Quels sont les plus et les moins de la City vis-à-vis du Brexit? Parce que je crois qu'ils sont assez inquiets. Donc je vais répondre. Alors, le Brexit, bon, c'est politiquement un peu délicat pour moi de répondre puisque je suis européen. Les remarques que je ferai, je trouve que les gens qui sont du côté de rester en Europe ont été particulièrement maladroits dans cette campagne. En agitant des chiffres dans tous les sens, en disant que ça allait être la fin du monde. Et je crois que dans des populations, y compris au UK, qui sont maintenant excédées, exacerbées par plusieurs années de crise, il va y avoir un retour de bâton électoral qui ne va pas être le résultat que l'on souhaitait. Mais ça, c'est une opinion strictement personnelle. Quand on raconte tout et n'importe quoi, il faut être prêt ensuite à en assumer les conséquences. Est-ce que ça va être bon pour les Britanniques, pas bon pour les Britanniques, pour la place de Londres par rapport à la place de Paris? Écoutez, et pour la régulation, on verra. Et pour nous, pour la régulation, disons les choses... Non, parce que même si Jonathan Hill, s'il y a un Brexit, se sentait, et c'est sa décision, je n'en sais rien, obligé de démissionner et soit remplacé par un autre commissaire européen, il y aurait un petit mieux par rapport à la situation actuelle, mais en termes de régulation ou disons de volonté de dérégulation, ça dépasse uniquement le commissaire britannique parce que les politiques européens, je ne dis pas que je ferai mieux qu'eux, ont beaucoup de difficultés à préconiser des solutions de sortie de cette crise dans laquelle on s'enlise et que la facilité c'est de dire bon il faut relâcher la bride sur les banques pour financer l'économie réelle. Or, c'est une grande erreur. Actuellement, il n'y a pas de problème pour financer l'économie réelle. Il y a un gros problème de confiance des Européens pour ouvrir leur portefeuille et consommer à nouveau. Et on oublie toujours que dans le PIB, la consommation, c'est 2/3 du PIB. Et c'est même, donc, toute chose étant égale par ailleurs, plus important que l'investissement, etc. Il faut, et je n'ai pas la solution, recréer la confiance dans l'avenir pour que l'économie reparte. Ce n'est pas en remettant du crédit dans l'économie, sachant que cette crise de dérégulation et de surendettement, pendant un certain nombre d'années, pour que les gens conservent leur niveau de vie, parce que ça n'était plus par le pouvoir d'achat ou l'augmentation des salaires, ça a été par l'accès au crédit consommation et au crédit immobilier, ça a créé cette crise. Ce n'est pas en remettant du crédit sur une situation de surendettement que l'on va résoudre les choses, ou à très court terme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème effectivement de manque de crédit, mais il y a un problème de compétition. Parce que si les banques ne peuvent pas arriver sur le marché avec des ressources qu'elles ont très peu chères pour reprêter très peu cher, je vois que moi personnellement, je vois que les entreprises sont complètement sont dépendantes des fonds de dette qui eux appliquent strictement des ratios tiennent compte des ratings. Donc on a des entreprises qui, bien que les taux sont soit à 0%, elles se refinancent à 9-10%. Donc c'est cette question peut-être de compétition. Et deuxièmement, quand on écoute les banques,
On nous dit aussi qu'il y a une grande discussion qui va commencer après le Brexit, de toute façon, sur le fait que les banques américaines, aujourd'hui, font ce qu'elles font elles font en Europe, ce qu'elles ne peuvent pas faire aux États-Unis, et que ça ne peut plus durer. Et donc, si la Grande-Bretagne reste dans dans l'Europe, il faudra de toute façon rediscuter de tout ça, puisque aujourd'hui, ce ne sont plus que des banques américaines qui interviennent sur les marchés depuis Londres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'il faut attendre comme discussion de tout ça? D'accord. Alors, je vais répondre rapidement parce que j'ai oublié de le faire. Où est-ce que je place mon argent? Eh bien, je suis dans une posture personnelle, familiale, patrimoniale, de préservation du capital. Donc, il est placé où? Nulle part. L'inflation est proche de zéro. Bon. Compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, la volatilité sur les marchés, que ce soit obligataire ou boursier, c'est ça. Je n'ai plus confiance dans ces marchés et du coup, je suis dans un mode de préservation. Après, il faut étaler son risque bancaire. Vous savez que vous n'êtes garanti qu'à hauteur de 100 000 € par banque, donc il faut avoir plusieurs comptes bancaires. Donc ça, c'est moi, je n'investis plus, alors que c'était mon métier en tant qu'analyste, parce que je n'ai plus confiance. La compétition au niveau de la demande, alors la compétition entre les banques... oui, alors moi la compétition, je trouve ça plutôt bien si ça existe. Est-ce qu'on en a des effets bénéfiques? Je veux revenir sur un point parce que sur les banques, hein, et là je m'exprime en tant qu'ancien banquier. Le rôle du banquier, on parle de la dette là, on ne parle pas des capitaux propres, ça n'est pas de consentir des crédits à des entreprises qui perdent de l'argent et qui vont dans le mur. Parce qu'on a dit à certains moments donnés, les banquiers ne prêtent plus. S'ils ne prêtent plus, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont de grosses difficultés. Il ne faut pas oublier qu'en théorie, en tout cas, une grande partie de l'argent pour les banquiers qui sont reprêtés aux PME, ça vient des dépôts et qu'il y a une responsabilité sociale de pouvoir quand même rembourser ces dépôts. Moi, c'est ce qu'on m'a appris il y a 37 ans quand j'ai démarré dans le secteur bancaire, même si ça s'est un petit peu dilué au passage. Je veux dire, le rôle de la banque, c'est d'accompagner les entreprises, mais le rôle de la banque n'est pas de se substituer aux actionnaires en termes de risque qui doit être un risque actionnarial. Les banques américaines, alors ça, c'est à chaque fois, là, c'est... Par exemple, dans ce que nous préconisons chez Finance Watch, on nous a dit, vous êtes en train de faire le lit de Goldman Sachs, de JP Morgan. Moi, je suis ni pour ni contre Goldman Sachs et JP Morgan. Je me souviens que politiquement, quand on a des difficultés, c'est bien de sensibiliser vers l'ennemi extérieur, hein, de remobiliser d'un côté un peu nationaliste les banques françaises contre ces vilains méchants américains qui ne sont pas des tendres, hein, je ne suis pas là pour les défendre, mais je trouve que c'est un argument un peu léger. Moi je me souviens aussi quand j'étais dans le secteur bancaire, dans justement les activités de marché, ça c'était dans les années 80, fin des années 80, il y avait à l'époque des banques américaines déjà importantes à Londres, à la City, et puis il y avait les banques françaises. À chaque fois qu'il y avait des opérations pour des grands émetteurs français, les banques françaises y jouaient un grand rôle. Ça s'appelle la syndication. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, les grands acteurs français ne feraient plus rien pour les grandes entreprises françaises. Ça, c'est un mythe. D'autant plus que dans ces opérations-là, les chefs de file américains ou allemands sont toujours ravis de partager le risque de l'opération en le syndiquant tout naturellement avec les banques nationales, les banques de la même nationalité que l'émetteur. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, mais sur la compétition. Je voudrais savoir si les paradis fiscaux font partie de votre champ d'investigation et deuxièmement, si ces paradis fiscaux représentent un risque majeur pour l'économie mondiale, enfin occidentale en particulier. La réponse va être brève, non. Non. Pourquoi non? Tout simplement parce qu'il y a d'autres ONG qui s'occupent de cela très bien et qu'ensuite on n'a pas d'expertise chez nous. Les paradis fiscaux, c'est la fiscalité, donc c'est des avocats fiscalistes qu'il vous faut, enfin en termes d'équipe. Bon. Alors parfois je le regrette, parce que quand on voit les Panama Papers qui
quand on va au fond des choses, sont beaucoup moins importants que les LuxLeaks. Hein. Bon, parce que LuxLeaks, c'est les entreprises. Panama Papers, c'est quelques Pékins bon. Mais quand on voit la dynamique que cela donne, si Finance Watch était sur ce sujet, en termes de notoriété, ça nous aiderait énormément. Mais on ne peut pas tout faire. Donc la réponse est malheureusement non. Les banques sont derrière. Les banques sont derrière, mais c'est pas le sujet. Enfin, quand je dis c'est pas le sujet, enfin en tout cas pour nous, c'est pas un problème en tant que tel. C'est un problème macroéconomique. Et là, je donne une opinion personnelle, mais on n'intervient pas là-dessus, qu'effectivement, il est un peu choquant de nos jours, alors qu'on est en période d'austérité budgétaire, d'avoir une concurrence fiscale au sein même de l'Europe, hein, parce que c'est ça les LuxLeaks. Est-ce que qu'il faut récupérer ces recettes. Est-ce que les paradis fiscaux rendent plus compliqué la régulation au point que les régulateurs ne savent plus où ils en sont et donc où ça remet en cause tout l'édifice que vous avez décrit tout à l'heure? Ma réponse est clairement non. S'il y a une volonté politique, il n'y a aucun problème. Il suffit de mettre au banc, entre guillemets, de l'humanité, façon de parler, ces paradis fiscaux, et puis on les fait rentrer dans l'ordre. Mais faut-il encore qu'il y ait la volonté politique? Oui, alors j'ai une question. Si je me souviens bien, la crise des subprimes, il y avait un côté à la fois secret, à la fois un côté de surprise et un côté complexe. Aujourd'hui, avec toutes les analyses qu'il y a, on espère, enfin moi je ne suis pas banquier, que les banquiers ont réfléchi à tout ça, ils ont de la mémoire, ils se font conseiller et qu'ils peuvent anticiper ce qui peut se passer ou pas. Et à la limite, lorsque l'on parle d'instituts à crise systémique, on peut se dire qu'ils sont bien identifiés et qu'on pourra les identifier d'une manière plus quantitative. Et puis, parallèlement, quand on n'est pas banquier, on se dit le rôle de la BCE, c'est un métier tout simple, ils doivent monter ou baisser le taux de base. A priori, on peut se dire quand même, on peut espérer qu'il y a des gens qui sont bien conseillés et qui, au lieu de dire on va augmenter de 1%, on n'augmentera que de 0,1%. Mais alors là, est-ce qu'ils sont vraiment incompétents ou je sais pas. Alors sur la première chose, j'ai peut-être loupé une question. Sur le côté systémique, oui, on a identifié ces banques. La question, c'est pas de les avoir identifiées. La question, c'est qu'elles ne le soient plus systémiques. Tant qu'elles restent systémiques, on est tenu en otage. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas les laisser tomber et puis elles peuvent continuer leur petit manège enchanté, notamment via les produits dérivés ou sur certaines activités de marché. Sur le banquier central, on ne va certainement pas lui jeter la pierre. Il utilisait l'outil qui était l'outil des taux. Quand ça n'a pas été suffisant, on a fait le quantitative easing. Là maintenant, on peut dire deux choses, c'est que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, allez, je vais encore perdre mon job, bon, est un échec. C'est un échec. Bon. Et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est pour ça que je ne souhaite pas une troisième crise, parce que alors là, on voit plus ce que l'on peut faire, c'est plus la fuite devant la monnaie. Et la seule chose qui est beaucoup plus difficile à contrôler de nos jours, c'est la parité de change. On peut contrôler les taux d'intérêt, on peut contrôler un peu la liquidité. La parité de change, le jour où il y a une fuite devant la monnaie, vous ne la contrôlez plus. Les volumes quotidiens sur le marché des changes, c'est 3500 milliards de dollars. Et la première question, j'ai peut-être loupé. Sur le fait qu'aujourd'hui, les banquiers sont censés anticiper une nouvelle bulle. Et puis, le subprime, c'était... Alors, là, deux réponses. D'abord, Michel Barnier, c'est pas moi, mais Michel Barnier a dit récemment, les banquiers ont la mémoire très très courte. Bon. Ensuite, quand on veut relancer la titrisation en ne retenant pas les leçons de la crise et sans rentrer dans le côté technique, en gardant tous les ingrédients qui ont fait la crise des subprimes, sauf un, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, ça prouve bien que là aussi les mémoires sont extrêmement courtes. Et évidemment, un banquier, dès le moment où vous titrisez, si vous gardez très peu de l'opération, c'est pas votre risque. Bon. Alors, ce qu'on appelle le pourcentage de rétention des risques, actuellement, ce qui est sur la table, c'est de 5%. C'est-à-dire, j'ai une opération de 100 millions, je titrise 95, je garde 5. Bon. Ce qui serait souhaitable, c'est 20%, ce qu'on appelle skin in the game. Bon. Là, on n'y est pas.
Donc il n'y a pas d'incitation, disons, si fantastique que cela aujourd'hui pour certains banquiers, certaines activités. Et en plus, les mémoires sont courtes, et puis surtout, tant que les incitations ne vont pas dans le bon sens de la responsabilisation, non. Une demande de précision au passage, on peut, par rapport à ce que vous venez de dire, on peut imaginer un monde où il n'y aurait plus de banques systémiques? Oui, mais on n'en prend pas le chemin. Mais c'est imaginable qu'en ayant des banques moins grosses? Oui. Moins grosses, avec des métiers séparés. Moi, j'ai toujours considéré que la banque, c'est une banque, ça doit être d'abord de la banque de proximité. Et pas obligatoirement une... Regardez le système bancaire allemand, alors qui est toujours critiqué en France, mais qui est un énorme succès. Si je mets de côté les fameuses Landesbank, la Deutsche qui est systémique et Commerz qui est un zombie, on a 1500 banques de proximité en Allemagne qui sont les Sparkassen et les Volksbanken, qui financent très bien le Mittelstand allemand qu'on envie, hein, ces grosses PME allemandes exportatrices. Et ces Sparkassen et ces Volksbanken n'ont pas, comme nos chers amis français, des salles de marché en dérivés, actions, produits complexes, hypertrophiés à Singapour, Hong Kong, Londres et New York. Philippe Bois, dans tout ce que vous avez dit, on retient un peu l'idée que les banques sont pas forcément menacées par la régulation, mais avant tout par les fondamentaux de l'économie. On voit que le phénomène des taux bas écrase leur modèle économique. On peut ajouter à ça des risques d'apparition de technologies qui vont sans doute prendre une partie de leur activité. Je pense au blockchain, ou le fait que, comme aux États-Unis, les besoins de financement sont davantage servis par les marchés que par des intermédiaires. Donc, la question, en fait, c'est est-ce que, enfin, on a un peu l'impression que les banques telles qu'on les voit en Europe et notamment en France sont dans une situation qui est pas loin de la sidérurgie européenne à la fin des années 70 et qu'on pourrait avoir une restructuration très importante du secteur. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas est-ce qu'à travers cette restructuration qui paraît inévitable, on n'aura pas un changement de pratique, en fait? Est-ce que ce changement de modèle et donc cette régulation ne va pas se faire à travers cette restructuration? Alors, c'était un peu le thème de la conférence qu'on a fait à Bruxelles le 1er juin dernier. À la limite, je vous inciterai un tout petit peu à aller regarder sur notre site parce qu'on a toutes les vidéos de la conférence qui durait la journée. Oui, il y a l'impact des fintechs. Mais pas sur tous les métiers. Les fintechs vont taper très fort de façon négative les banques sur le côté collecte de l'épargne, sur le côté moyen de paiement, beaucoup moins sur le côté qui est le vrai métier du banquier, qui est l'analyse du risque de crédit. D'ailleurs, on voit très bien que sur les plateformes de crowdfunding en termes de lending, ils vont tous se prendre le mur les unes après les autres. Ça a déjà été le cas en France, j'ai oublié le nom de la plateforme qui avait été lancée par l'ancien patron de Natixis. On voit que Lending Club aux États-Unis, qui a été lancé par un Français, commence à être un petit peu mal en point. Oui, il va y avoir de la transformation, quand je dis la transformation, de l'évolution du modèle, mais ça, on reste des êtres humains et c'est inévitable. Alors, moi, je suis incapable de vous faire des pronostics à 10 ou 20 ans. Sur la sidérurgie, je ferai juste une petite aparté, que moi, quand j'ai démarré dans le secteur bancaire en 79, on comparait déjà le secteur bancaire à la sidérurgie. Bon, donc ça a pris un peu du temps, parce qu'à un moment donné, à partir de la libéralisation des marchés, 86, les lois Béret, Gauvois et autres, on ne parlait plus du tout de sidérurgie à ce moment-là. Au contraire, toutes ces activités avaient le vent en poupe et ont certainement pris une importance, donc c'est ça la marchéisation ou financiarisation de l'économie, disproportionnée par rapport à l'économie réelle, qui nous a aussi amené dans cette crise. Oui. C'est pas ce qu'il faut. Est-ce qu'elle va pas se faire naturellement? Où est-ce qu'elle est inéluctable? Est-ce que les taux bas ne vont pas finir par écraser le... C'est combien de temps ils vont rester bas? Ça, c'est le question mark. Hein. Bon. Est-ce qu'il va y avoir une évolution naturelle? Oui. La question, c'est est-ce que l'évolution naturelle va être plus ou moins rapide? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux chocs? S'il y a une crise, oui, il va y avoir de très forts chocs. Mais bon...
l'humanité est un animal et puis toutes ces organisations vont évoluer. Oui. Jean-Pierre Nessy, je reviens à la Banque française, vous en avez parlé. On a pu constater quand même ces dernières années que les Américains en particulier, enfin les Anglo-Saxons de façon plus générale, étaient plus énergiques que nous pour justement préparer une séparation des activités bancaires, comme ça s'est préparé et même fait aux États-Unis, alors qu'en France, on nous a expliqué au contraire qu'on était les plus déjà séparés, et puis les 4 activités restent bien ensemble, et on est encore, comme vous disiez, la sidérurgie de l'époque, les derniers, a évolué dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des raisons à ce phénomène? La séparation française n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle a été présentée comme telle. Le projet qui est devenu la loi bancaire de séparation, qui est donc un mauvais usage des mots de M. Moscovici, les chiffres à l'époque, on les avait sortis, je les avais sortis chez Alpha Value. Il y avait un projet européen de séparation qui s'appelle le projet Liikanen, qui était le banquier central finlandais. Ce projet européen a été enterré à cause de l'initiative française Moscovici. À ce moment-là, il y avait 2 chiffres. Par rapport au chiffre d'affaires de la BNP, ou de la Société Générale, mais la BNP, le chiffre d'affaires, c'est le produit net bancaire dans une banque. Bon, le projet Moscovici séparait moins de 1%, 0,5% sur les chiffres 2012, alors que le projet Liikanen européen séparait, donc les activités de marché, 13% du chiffre d'affaires de la BNP. Donc le projet européen sur cet établissement était 26 fois plus ambitieux et surtout remplissait le job qui était de séparer vraiment les activités de marché qui sont volatiles et qui peuvent faire chavirer le tout. Donc la France, c'était une promesse électorale d'un candidat, c'est ce qu'on appelle du lip service. Dans les choses, mais ça c'est un autre sujet. Moi je suis toujours un peu effaré du fait que des politiques peuvent faire des promesses sans les tenir. Moi dans le monde de l'univers, enfin dans les entreprises et autres, quand on ne tient pas ses promesses, on en supporte les conséquences. Là, en politique, c'est la surenchère pour être élu. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On aurait pu continuer encore longtemps, j'en suis sûr, mais le temps tourne. Merci infiniment. Merci de faire ce que vous faites, Finance Watch, pour nous tous. Merci de m'avoir invité.